Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder des notions fondamentales en météorologie que sont la pression atmosphérique, définir l'effet de Coriolis et expliquer son impact sur le déplacement des masses d'air et des champs de pression. Nous terminerons par les anticyclones et dépressions. Un programme chargé, alors installez-vous confortablement et on est parti. La pression atmosphérique ne peut être définie sans connaître auparavant la notion de pression elle-même. La pression est la représentation des forces qui s'exercent sur une surface ou en un point donné. Prenons un volume d'air dans un espace clos et hermétique. L'air, à l'échelle moléculaire, est composé de molécules de dioxygène, d'atomes d'azote et d'oxygène, le tout sous forme gazeuse. Ces molécules sont en mouvement et peuvent entrer en collision, et notamment avec les parois, générant alors une force. Cette force varie dans le temps, en fonction du nombre de collisions variables qui se produisent à chaque instant sur les parois. Mais nous pouvons en faire une moyenne afin de représenter cette force. Il s'agit alors d'un vecteur perpendiculaire aux parois. La pression s'applique sur toutes les parois de notre volume, avec la même force, peu importe la direction. On dit que cette dernière est isotrope. Pour symboliser la pression sous forme mathématique, nous notons la formule suivante. P égale à F sur S, où P est la pression, F est la force moyenne exprimée en newton, et S la surface sur laquelle la force est calculée. Elle est exprimée en mètres carrés. Les paramètres physiques qui peuvent influer sur la force F appliquée sur les parois sont notamment la densité de matière ou encore la température. Si vous chauffez un gaz présent dans un volume clos, les molécules de ce dernier vont s'agiter de plus en plus, mais le volume étant contraint, la pression sur les parois va alors augmenter. Cette formule exprime donc la pression P, dont l'unité est le pascal du nom du physicien et mathématicien français Blaise Pascal, qui a œuvré en son temps à expliquer le principe de la pression atmosphérique. Une expérience célèbre, l'expérience de Magdebourg, avait été effectuée en 1654 pour démontrer l'effet de la pression atmosphérique. Cette dernière consistait en la mise en place de deux hémisphères en métal creux d'une cinquantaine de centimètres de diamètre qui ont été assemblés pour former une sphère sans aucun collage ni soudure. Une des sphères était équipée d'une valve qui a permis de faire le vide d'air à l'aide d'une pompe à vide. La suite de l'expérience consistait à accrocher chaque hémisphère à des attelages tractés par 15 chevaux, chacun tirant dans des directions opposées. Les deux hémisphères restèrent solidaires l'un de l'autre malgré toute la force développée par les chevaux. Cette expérience démontrait qu'une pression isotrope s'appliquait autour de la sphère empêchant de l'ouvrir. Cette pression est d'environ 100 000 newtons par mètre carré, soit environ 10 tonnes par mètre carré, qui s'applique en tout point. Cette valeur représente les 1013 hectopascales que nous connaissons aujourd'hui comme la limite entre un champ de haute pression et un champ de basse pression. Pour en revenir à la pression atmosphérique elle-même, il s'agit du poids, soit la masse multipliée par la force de gravité des molécules d'air se trouvant sur une colonne de 1 mètre carré partant du sol et allant jusqu'au sommet de l'atmosphère. La pression varie en fonction de la température et de l'altitude. En effet, plus vous montez en altitude, plus la pression diminue, du fait que la colonne d'air située au-dessus de vous est moins importante et que la densité diminue drastiquement en altitude. Les valeurs de pression sont généralement exprimées au niveau de la mer pour qu'elles soient comparables entre elles sans prendre en compte la notion d'altitude. Et ceci se fait en appliquant une formule assez simple qui est d'augmenter d'1 hectopascal tous les 8 mètres d'altitude perdue. Imaginons que vous soyez à 500 mètres d'altitude avec une pression de 937 hectopascales. Pour amener la pression au niveau de la mer, vous devrez donc effectuer le calcul 937 plus 500 divisé par 8. Ce qui va nous donner 937 plus 62,5, ce qui nous donne une pression au niveau de la mer de 999,5 hectopascales. Sans entrer aujourd'hui dans le détail, en météorologie, la pression joue un rôle fondamental. Les modèles météo prennent d'ailleurs en référence la pression plutôt que l'altitude pour représenter les différents paramètres atmosphériques, tels que la température ou l'humidité. On retrouve des modèles météo de l'humidité à 500 ou 750 hectopascales par exemple. Nous verrons dans une future vidéo que représentent ces modèles et comment ils permettent d'établir des prévisions. Enfin, vous avez peut-être déjà vu ce genre de carte à la météo, à la télé par exemple. Il s'agit de cartes de pression isobariques. Chaque ligne apparaissant sur cette carte est appelée une isobare et représente des points de même pression reliés entre eux. Ces cartes permettent d'identifier notamment les zones anticycloniques
et les dépressions, ainsi que la circulation générale de l'air. Bon, je dois vous prévenir, j'aurais voulu vous parler des anticyclones et dépressions à cette étape de la vidéo. Mais pour que vous compreniez bien, nous allons avant tout parler d'un phénomène qui s'appelle l'effet Coriolis. Il s'agit d'un phénomène lié à la rotation de la Terre et qui est un petit peu compliqué à appréhender car il dépend de la place de l'observateur. Une démonstration simple pour observer l'effet de Coriolis est de placer 4 joueurs sur un tourniquet et de leur confier un ballon avec une règle très simple. Envoyer le ballon, une fois le tourniquet en rotation, au joueur situé en face de lui. Au-dessus du tourniquet, plaçons 2 caméras. L'une dite dans le référentiel du tourniquet, c'est-à-dire qu'elle tourne à la même fréquence de rotation que ce dernier, et une autre qui, cette fois, sera fixe, qui ne tournera pas. Tentons l'expérience. Le joueur jaune, sur cette illustration, souhaite envoyer la balle au joueur bleu, en face de lui. Nous représentons en rouge la vision de la caméra fixe et en violet la vision de la caméra qui tourne avec le tourniquet. Lançons l'animation. On observe immédiatement que la trajectoire des 2 balles est totalement différente. Le tracé rouge est rectiligne. Le violet, lui, est courbe. En réalité, les 2 balles arrivent au même joueur, mais en suivant des trajectoires qui semblent différentes en fonction de si l'on se trouve sur le référentiel en rotation ou si l'on est fixe. Ce phénomène est lié à la rotation, qui se fait à des vitesses différentes en fonction de si vous vous trouvez sur l'extérieur du tourniquet ou au centre. La vitesse est le rapport entre la distance parcourue et le temps. On note V égale, donc vitesse égale distance sur temps. Si vous prenez un feutre et que vous placez en appui près du centre du tourniquet auquel vous faites faire un tour, vous obtiendrez un cercle de circonférence 2πr, où r est donc faible car proche du centre. Si vous refaites l'expérience en vous plaçant au bord du tourniquet, vous obtiendrez une circonférence d'autant plus grande que r sera grand. Or, nous avons fait un seul tour de tourniquet, qui est notre référence de temps. Vous parcourez de ce fait plus de distance dans le même temps au bord du tourniquet qu'au centre, ce qui implique que la balle qui conserve sa force d'inertie traverse des espaces allant à des vitesses différentes dans son référentiel en rotation. Sa trajectoire est donc déviée. Vous êtes toujours là ? Maintenant que nous avons vu ce phénomène en 2D, passons sur un plan 3D, comme, je sais pas, au hasard, la Terre. La Terre est une sphère imparfaite, mais ça reste une sphère. Sa circonférence à l'équateur est de 40 075 km. C'est-à-dire que si vous vous trouvez à l'équateur et restez assis là une journée à bronzer sous les cocotiers, vous parcourez 40 075 km en 24 heures. Maintenant, plaçons-nous plutôt au cercle polaire. Alors j'en conviens, c'est beaucoup moins pratique pour bronzer les doigts de pied en éventail. À cet endroit, on va passer à une circonférence de 16 300 km. Cela fait une sacrée différence, qui explique pourquoi l'effet de Coriolis impacte la circulation atmosphérique. Effectivement, plus vous vous approchez des pôles de la Terre, moins la vitesse de rotation est importante. Prenons un exemple. Une masse d'air partant de l'équateur et remontant vers le nord dans la circulation atmosphérique générale. Cette masse d'air a une force inertielle liée à la vitesse de rotation au niveau de l'équateur. Elle se trouvait à l'équateur et se déplaçait donc à une vitesse importante. Elle va conserver ce mouvement, cette force inertielle, en remontant vers le nord. Elle va le conserver en le perdant petit à petit, mais en remontant vers les altitudes plus au nord, où la vitesse de rotation est plus faible, cette masse d'air va avoir donné l'impression qu'elle va se déplacer plus rapidement que la zone sur laquelle elle se trouve. Elle va donc donner l'impression d'être déviée vers la droite dans l'hémisphère nord. Ce phénomène est totalement inversé dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire que cette masse d'air, si elle descendait vers le sud, donnerait l'impression d'être déviée vers la gauche. C'est ça l'effet de Coriolis. Nous en arrivons enfin aux anticyclones et dépressions. On appelle cela des champs de pression, et ils sont, comme leur nom l'indique, directement liés à la pression atmosphérique. Prenons une représentation du dessus, et voyons comment se comporte l'air autour de ces champs de pression. Une dépression, en rouge ici, a tendance à aspirer l'air du sol vers le haut dans un mouvement dit de convection. On représente cette convection par des flèches convergentes vers le centre de la dépression.
En montant en altitude, l'air chaud et humide se condense, formant alors des nuages, ce qui explique qu'une dépression est généralement porteuse de mauvais temps. Un anticyclone, quant à lui, est une zone de haute pression au niveau de la mer, liée à un mouvement d'une parcelle d'air du haut vers le bas, dans un mouvement dit de subsidence. On représente ce mouvement de subsidence vers le sol par des flèches s'éloignant du cœur de l'anticyclone. Et Coriolis dans tout ça, me direz-vous? La représentation que je vous ai faite ici des forces et des mouvements de l'air autour d'un anticyclone et d'une dépression font abstraction de l'effet de Coriolis. Mais comme nous avons vu dans la partie précédente, dans l'hémisphère nord, les forces sont déviées vers l'est, vers la droite. Il suffit donc de tracer des trajectoires courbes vers la droite, partant des flux que nous avons déjà pour obtenir le sens de rotation de l'air autour de ces champs de pression. Dans l'hémisphère nord, une dépression tourne dans le sens anti-horaire, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et un anticyclone, lui, tourne dans le sens horaire, le sens des aiguilles d'une montre. Le phénomène est totalement inversé dans l'hémisphère sud. La circulation d'air a tendance à se faire de l'anticyclone, zone de haute pression, vers la dépression, zone de basse pression, ce qui explique la présence de vents marqués autour des dépressions. Comme tout système, il tend à s'équilibrer avec le temps, mais comme nous le verrons dans la prochaine vidéo, la forme de la Terre, son inclinaison, sa rotation font que l'énergie provenant du soleil n'est pas reçue équitablement en tout point de la Terre, empêchant l'atmosphère de s'équilibrer, ce qui crée un mouvement qui entre dans la circulation générale de l'atmosphère, thème de notre prochaine vidéo. On s'arrête là pour aujourd'hui. Beaucoup d'informations à digérer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses sur ces phénomènes fondamentaux. On se retrouve dans les commentaires si vous avez des questions. D'ici là, abonnez-vous, laissez un pouce bleu pour encourager la chaîne, partagez et portez-vous bien. À la prochaine!